Donc on va parler bien de révolution, et c'est pas seulement une évolution, c'est une révolution qui touche aussi le développement de l'humanité. On est dans une révolution sociologique, anthropologique. Comment les écrans et les nouvelles technologies de l'information et de la communication transforment notre quotidien à tous, en tant qu'adultes, professionnels, parents. On le ressent très bien, l'ampleur du phénomène donc à l'échelle internationale. Le terme révolution, il semble qu'on soit d'accord pour l'utiliser. Alors maintenant, qu'est-ce que ça implique? Quelles en sont les répercussions au niveau des enfants, qui sont notre préoccupation de ce soir? Parents, éducateurs, professionnels de la santé, du social, de l'éducation. On s'interroge sur cette e-génération, sur les digital natives, les natifs du numérique. Qu'est-ce que ça change profondément chez eux en termes de langage, d'apprentissage, de qualité par exemple du vocabulaire ou de la culture, d'activité? Quand on est sur les écrans, on n'est pas ailleurs, on ne joue pas de la même façon. Qu'est-ce que ça change dans les relations, dans le rapport aux autres? On va essayer d'aborder dans cette phase-là les aspects éventuellement favorables. Alors peut-être Patrice peut commencer autour des impacts sur l'enfance. Je crois qu'on est face à des changements très rapides qui amènent nos contemporains à adopter deux postures principales extrêmes. La première qui peut être la fascination, en disant ça va tout changer, c'est un monde nouveau qui naît, les enfants de demain n'auront rien à voir avec les enfants d'hier, etc., etc. Et les autres qui sont plutôt dans la crainte, la peur, comme on pouvait l'éprouver face aux premières machines roulantes, effrayantes qui devaient exploser. Je crois qu'il faut se situer entre les deux et qu'effectivement ça bouleverse un certain nombre de repères, un certain nombre de références, ça bouleverse la manière dont l'enfant va peut-être construire sa représentation du monde, des autres, de la différence, etc. Mais en même temps, ça fait appel à des mécanismes psychologiques éternels, je dirais, le fait de jouer, que l'on joue avec un écran ou que l'on joue avec un jouet classique, mobilise au niveau psychique des domaines et des zones équivalentes, même si et je pense que ça, on va y revenir, ça suscite un certain nombre de nouveautés et en particulier un appel à une créativité que ces technologies permettent de déployer de manière inégalée jusqu'alors. Ça, je crois que c'est important. Mais on voit aussi que ça se met en place et occupe de plus en plus de terrain dans le domaine des loisirs, on vient d'en parler, dans le domaine de l'enseignement et de la transmission. Et là, je crois qu'il y a une chance inouïe dont il faudrait qu'on se saisisse, même si nous avons pris beaucoup de retard dans notre pays. Et par ailleurs, une interactivité interhumaine, là aussi inégalée, quand auparavant on ne pouvait faire connaissance qu'avec un environnement dont on pouvait dès la naissance quasiment établir les contours. Aujourd'hui, c'est sans comparaison et les effets de ce phénomène-là ne sont pas encore très bien mesurés. D'accord, Serge. Autour des avantages liés au bouleversement actuel, moi j'aime bien me repérer sur quatre grands domaines, les savoirs, les apprentissages, l'identité, la relation aux autres. Alors au niveau des savoirs, il faut comprendre qu'aujourd'hui les enfants grandissent en ayant accès à une quantité incroyable d'informations, et d'ailleurs des informations pour lesquelles leurs parents leur tendent la perche. Si un enfant pose une question à table, il y a toujours un adulte pour sortir son iPhone et dire tiens, on va aller voir ce qui est dit sur Wikipédia. Mais il faudrait aussi que les parents disent peut-être que Wikipédia se trompe, on va aussi aller voir ailleurs. Donc toujours est-il que les enfants aujourd'hui, ils ont accès à une quantité de savoir incroyable et je crois que ça doit nous encourager à développer partout l'esprit de discussion, de confrontation, de controverse. Surtout qu'en France, on n'a jamais été très fort dans ce domaine-là, contrairement aux pays anglo-saxons. Donc ça, c'est un plus, mais il faut le cultiver. Alors au niveau des apprentissages, c'est assez banal. Les enfants aujourd'hui, ils ont des livres, ils ont des textes, ils ont aussi du multimédia, ils ont des jeux vidéo et même des jeux vidéo éducatifs, les fameux serious games. Et pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, ils ont la possibilité de faire travailler sur des supports d'apprentissage, soit ce qu'on appelle l'intelligence cristallisée, qui passe par le langage, par les écrits, soit ce qu'on appelle l'intelligence spatialisée, qui passe par la compréhension d'un espace et sa réorganisation. Donc maintenant, les enfants peuvent marcher sur leurs deux jambes. Intelligence cristallisée, le langage, intelligence spatialisée, les écrans, et ça aussi, on n'en a pas encore tiré les conséquences. Mais pour les éducateurs qui nous écoutent et les enseignants et les parents,
le temps que l'enfant passe devant l'écran est souvent vécu comme un temps qui prive d'autres activités, alors que ce que vous abordez, Serge, c'est le fait que c'est dans une continuité, voire une complémentarité ou une association. Oui, à condition que l'enfant soit capable d'introduire dans les écrans les repères temporels qui leur font fondamentalement défaut. Je m'explique. Dès que vous ouvrez un écran, vous êtes dans l'écran. Même quand on fait une photographie, on regarde sur son petit écran ce qu'on est en train de photographier, on est dedans. Et donc, du coup, le fait d'être dans les écrans veut dire qu'on va devoir soi-même prendre du recul, pouvoir introduire de la temporalité. Et de ce point de vue-là, bon, je vois qu'on ne va pas parler trop longtemps, mais il faut bien savoir que l'éducation précoce, utilisant le livre et utilisant les relations logiques qu'il y a dans les livres, est vraiment un préalable indispensable pour bien aborder les écrans. On peut faire un très bon usage des écrans quand on a bien installer à l'intérieur de soi des repères temporels liés à la culture du livre. Quand on les a pas installés, c'est beaucoup plus difficile de faire un bon usage des écrans. D'accord. Alors les trois autres aspects que vous Oui, les évoquez, deux autres. Alors, donc au niveau d'identité, eh bien, ce qui est formidable, c'est que les jeunes aujourd'hui sont invités à construire leur identité avec des repères d'image et pas seulement avec des repères d'affirmation de soi liés au discours. Hein. Beaucoup de jeunes aujourd'hui font de la photo numérique, des petits films avec leur téléphone mobile. Il y a de plus en plus de festivals. C'est des activités vraiment à valoriser. Elle participe aujourd'hui de la construction de l'identité et de la construction donc de l'estime de soi au même titre que la construction linguistique traditionnellement. Et puis pour dernier domaine, hein, pour ce qui concerne la relation aux autres, eh bien c'est la possibilité très tôt pour l'enfant de rejoindre une communauté d'intérêt, des gens qui partagent les mêmes centres d'intérêt que lui, et donc de pouvoir cultiver ces centres d'intérêt privilégiés avec des interlocuteurs de qualité, ce qui n'était pas possible à l'époque où le seul interlocuteur de l'enfant était quelques voisins de palier et quelques personnes dans son quartier. D'accord. Est-ce que vous partagez, Lise Hadouck et Patrice Huer, ce regard plutôt ouvert et favorable d'accompagner les technologies nouvelles ? Oui, moi je pense que c'est un point essentiel de dire que les enfants ne sont pas seuls devant les écrans, puisqu'à partir du moment où ce sont des enfants, logiquement, ils sont quand même accompagnés par leurs parents. Et là, effectivement, le rôle des parents est essentiel dès le plus jeune âge, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, les grandes questions qui se posent, c'est les bébés et les tablettes, quoi. Hein, on en est là. Donc là, il y a vraiment un rôle parental à préserver autour des valeurs qu'on connaît, qui ne changent pas, c'est-à-dire le parent est là pour protéger l'enfant et pour essayer de le guider dans ces univers numériques ou autres, je dirais. Mais parallèlement à ça, je dirais qu'au niveau de l'enseignement, il y a vraiment quelque chose de très différent dans le rapport des enseignants aux élèves, aux enfants qui apprennent. Et ça, c'est quelque chose, je pense, d'assez déroutant parfois. C'est que le rapport qu'on connaît des professeurs aux apprenants ou aux élèves, en général, auparavant, c'était plutôt un rapport transversal en fait, hein, c'est-à-dire que l'enseignant apprend et l'enfant reçoit le savoir. Aujourd'hui, avec les technologies de l'information et de la communication et l'accès à de multiples informations pour les enfants, on est plutôt dans un rapport horizontal où les savoirs vont s'échanger et où parfois les élèves vont même apprendre à leurs professeurs des choses. Et ça, c'est quelque chose qui n'est pas forcément évident à gérer du côté des enseignants, je pense. Donc là, il y a vraiment un travail à faire encore pour faire évoluer la notion même d'éducation, effectivement. Alors sur la question effectivement de la pédagogie, hein, et les pédagogues qui nous écoutent, nous regardent ou participent à cette interrogation, se posent la question tout simplement de leur méthode pédagogique aujourd'hui, quels que soient les âges de l'enfant. En l'occurrence, notamment les universitaires savent bien que quand ils disent quelque chose ou que leur langue fourche, dans les 20 secondes, il y a un étudiant qui leur donne la bonne réponse puisqu'ils sont allés voir avant le cours ce que les enseignants ou la thématique de l'enseignant telle qu'elle est abordée. Voilà, donc Patrice. Oui, alors ça, on peut le vivre comme déroutant et déstabilisant, ou on peut le vivre comme un avantage. C'est-à-dire que la question qui se pose pour moi n'est pas tellement du côté des enfants qui se saisissent très rapidement de ces technologies
pour déployer, quand ils sont en bonne santé, parce qu'on parle de cela, leur créativité, leurs relations sociales, leurs relations aux autres et au monde. Là-dessus, j'ai pas d'inquiétude et je suis plutôt optimiste dans leur capacité de se saisir de tout ce qui apparaît de nouveau et que l'appétence et l'appétit qu'ils ont à cet égard est tout à fait impressionnant dès le plus jeune âge. Mais la question se pose plutôt du côté des adultes. Comment les adultes vont-ils supporter d'être bousculés dans leur position traditionnelle d'apprenants, de transmetteurs, et vont trouver des avantages à être questionnés aussi par les enfants sur ce qui compte pour eux, sur ce qu'ils savent, sur ce en quoi ils croient, sur leurs valeurs, etc. Ou est-ce qu'ils vont vivre ça comme une agression permanente et une déroute probable? Donc là, je crois qu'il y a un vrai défi plutôt pour les adultes. Alors c'est bien la question. Est-ce qu'on ne projette pas sur nos enfants ou nos élèves les inquiétudes qui sont les nôtres par rapport à ces évolutions, ces changements dans nos vies qu'introduit Internet, les réseaux sociaux, les écrans, la communication rapide? Et est-ce qu'on n'a pas des inquiétudes d'une certaine manière inutiles, sachant que les études et les travaux qui nous sont rapportés, certains d'entre eux sont particulièrement inquiétants. Les enfants auraient moins de vocabulaire, les enfants auraient moins d'activité de pensée approfondie, ils auraient une intelligence intuitive et simultanée, pas une intelligence séquentielle et organisée. Comment introduire une vraie, je dirais, discussion qui permettrait de penser non pas d'un côté l'apologie et l'optimisme béat pour les écrans et de l'autre une sorte de diabolisation ou de pessimisme qui ferait de nous effectivement des has-been, quoi. Peut-être Serge. La révolution numérique s'est passée trop vite. C'est-à-dire que beaucoup d'adolescents aujourd'hui sont des enfants qui ont eu à se débrouiller tout seuls des écrans. Et si on fait des réunions comme celle-ci aujourd'hui, c'est pour que les enfants qui ont aujourd'hui 2 ans, 3 ans, soient pas livrés à eux-mêmes devant les écrans comme l'ont été aujourd'hui des enfants qui ont 15 ans, 17 ans. Et malheureusement, c'est vrai que des enfants placés trop tôt devant les écrans, des enfants pour lesquels la consommation d'écran tend à remplacer beaucoup d'autres activités, ces enfants-là se développent mal. Mais c'est pas la faute des écrans, c'est la faute du dosage que les parents et les pédagogues n'ont pas su organiser. Alors on va continuer à parler de ça et on va se retourner maintenant du côté à la fois du public et des réseaux sociaux. Si vous avez une question à approfondir avec nos intervenants, peut-être réseaux sociaux, vous en avez ? On va déjà vous dire que les gens commencent à s'intéresser avec les 2 hashtags donc, qui sont confmaïf et webmaïf pour poser des questions sur Twitter ou sur tous les réseaux. Et une première assez amusante est en train d'arriver. Je laisse Dominique le soin de la poser. Alors, il y a une interrogation qui dit « Vous êtes encore en train de vous débrouiller pour parler des enfants sans eux ». Alors, Serge, je vais peut-être quand même y répondre d'emblée. Effectivement, nous avions pensé inviter des enfants et des adolescents, mais dans notre regard d'adulte, on ne s'est pas rendu compte à quel point être vu par les autres sur Facebook, par exemple, attire ou de l'agressivité ou de la critique. Et que donc ils se sont envolés comme une volée de moineaux, c'est le cas de le dire. Et donc on ne les a pas, mais on y a bien pensé. Alors on est obligé de parler effectivement en leur nom. Voilà. La deuxième question est envoyée par un monsieur qui signe Bamako et qui nous dit la chose suivante. Est-ce qu'on ne risque pas d'avoir des gens qui n'auront pas de culture et qui seront coupés de toutes les réalités? Bon, c'est une question qui est assez bateau, mais que l'on retrouve régulièrement. Alors peut-être Patrice qui avait le micro. Oui, volontiers. La première question, tout le monde sait bien qu'à cette heure-là, les enfants sont au lit. Les parents peuvent en témoigner facilement, sans du tout être attirés par les écrans. C'est fini. Non, plus sérieusement, je crois que le fait que les enfants et les adolescents soient depuis toujours des surfaces de projection de ce qui nous inquiète n'est pas nouveau. Si on lit les grands auteurs de l'Antiquité, on voit qu'ils attribuent déjà à la génération suivante toutes sortes de défaillances, de défauts et de risques qui sont avant tout le reflet de ce qu'ils redoutent eux, adultes. Et je crois qu'aujourd'hui, notre époque n'est pas
n'est pas exempte de ce risque, c'est-à-dire de projeter sur les enfants ce qui nous inquiète, nous, comme quand on parle par exemple de les enfants et les adolescents d'aujourd'hui s'inquiètent concernant l'avenir, etc. Je crois qu'il vaudrait mieux dire les adultes s'inquiètent. Les enfants, ils prennent au vol ce que la vie leur offre et en particulier ce que les adultes leur offrent comme perspective. Les perspectives inquiétantes sont volontiers projetées sur l'autre, ça fait ça de moins pour ceux qui en sont les porteurs. Et donc je crois que les adultes ont toujours tendance à se décharger de ce qui leur pèse, de ce qui les soucie sur la génération suivante. C'est pas nouveau. Alors là, les technologies numériques s'y prêtent remarquablement aussi. Pour quelque temps, je pense que ça ne va pas durer. Est-ce qu'on n'a pas eu ces mêmes mouvements d'ailleurs à propos de la télévision il y a 40 ans ou 50 ans? Est-ce qu'on ne retrouve pas là des peurs projetées sur la télévision va écarter les enfants de préoccupations plus pédagogiques? Oui, et puis le jugement sur les choses a toujours du retard sur les choses elles-mêmes. Et aujourd'hui, beaucoup de parents continuent à penser la présence de leur enfant devant un ordinateur dans les termes où le problème se posait il y a 10 ans. Il y a 10 ans, un enfant devant son ordinateur, c'est vrai qu'il était tout seul avec un logiciel. Mais aujourd'hui, un enfant devant son ordinateur, il interagit avec des tas de copains. Et aujourd'hui, justement, on est en train de réfléchir à la manière dont les interactions à travers le numérique, donc à travers les écrans, peuvent être des sources d'enrichissement, de découverte, de réciprocité, au même titre que la vie réelle. Le virtuel ne s'oppose pas à la réalité quotidienne, le virtuel la complète, et d'ailleurs, l'an dernier, le ministère de la Culture a rendu public un rapport qui est fait tous les 2 ans par Olivier Donat, et sur le fait que les enfants et les adultes qui utilisent plus Internet ont plutôt plus de relations dans la réalité, alors que ceux qui regardent beaucoup la télé ont plutôt moins de relations dans la réalité. C'est plutôt la télé l'ennemi de la relation dans la réalité. C'est pas Internet. Au contraire, avec Internet, c'est à la fois. Avec la télé, c'est ou bien ou bien. Comment comprendre ces études contradictoires, ces avis dont on sait par exemple que le rapport l'avis de l'Académie des sciences que vous avez présenté a été contesté par d'autres. Comment s'y retrouver à la fois pour les spécialistes mais aussi pour les parents dans les conseils et l'accompagnement de l'enfant face aux écrans? Oui, le rapport de l'Académie des sciences a été contesté un petit peu sur un mode de la note à accorder à la dangerosité des écrans. Sur le mode, ben oui, l'Académie des sciences, par exemple, les dénonce à 6 sur 10, il faudrait les dénoncer à 8 sur 10. Mais il ne faut pas que ça nous fasse oublier le problème principal. C'est-à-dire qu'on dénonce les dangers des écrans à 6 sur 10 ou à 8 sur 10, l'important c'est de savoir comment y remédier. Et de ce point de vue-là, aucune autre proposition à ce jour n'a été faite que celles qui sont contenues dans le rapport de l'Académie des sciences. D'accord. Peut-être Lise, un mot sur... Oui, alors, bon, est-ce que ça rend les enfants plus sociables ou moins sociables dans la réalité, puisqu'on a quand même toujours tendance à opposer ces termes virtuels, réels, bien que moi, ça ne me parle pas vraiment, cette opposition. Je ne sais pas, parce que c'est vrai que les recherches sont assez contradictoires. Je pense que là encore, tout dépend de l'âge des enfants, tout dépend de la quantité de consommation. Et tout dépend aussi du développement, je dirais, de la capacité d'empathie. Et là, Serge Tisseron aura sûrement des choses à dire là-dessus. Mais c'est vrai que certaines recherches montrent que les enfants ont moins tendance ou sont moins habitués à avoir de l'empathie, par exemple avec le visage humain, quand ils utilisent beaucoup de logiciels et quand ils utilisent beaucoup d'avatars, par exemple, et du coup, quand ils perdent un petit peu ce contact relationnel de base d'un visage humain à l'autre, de déchiffrer les expressions du visage humain. Bon, ça c'est une piste, moi, qui m'intéresse particulièrement puisque je travaille en visioconférence et c'est pas pour rien que j'ai pas choisi le chat, par exemple, mais c'est vrai que ce sont des questions à se poser. Il y avait une deuxième question là qui était intéressante par rapport à la culture. Est-ce qu'on va perdre notre culture avec Internet? La question de Bamako, je crois. On est dans une ère culturelle un peu différente. Certains auteurs parlent de cyberculture. Et en fait, les technologies de l'information et de la communication sont nées dans les sociétés postmodernes, c'est-à-dire l'âge de la mondialisation. Donc ce sont des outils de la mondialisation
d'utilisation, mais qui n'efface pas, selon moi, les spécificités culturelles. C'est-à-dire qu'on ne va pas forcément servir de la même façon d'Internet en France et au Japon, par exemple. Et là, c'est une piste extrêmement intéressante à étudier. Il y a peu de recherches là-dessus encore aujourd'hui. La culture, pour moi, n'est pas menacée. D'accord. C'est une vision effectivement très intéressante. Une dernière visite auprès des réseaux sociaux et puis une question dans le public. Dans la même veine, peut-être par la même personne, mais qui ne signe pas Bamako cette fois-ci, il y a comment expliquer que des enfants qui ne savent ni lire ni écrire se débrouillent et savent mieux manipuler les nouveaux téléphones dernier cri, ce qui se passe en Afrique. Serge ? Oui. La situation de l'Afrique est particulière. C'est un pays dans lequel beaucoup d'habitants passent directement de la culture orale à la culture numérique. Et il faut bien comprendre que dans la culture orale, il y a du visuel. Très souvent, les conteurs utilisent des signes qu'ils tracent sur le sol ou des dessins. Et du coup, il apparaît que ces personnes qui passent directement de la culture orale à la culture numérique sont beaucoup plus à leur aise avec la culture numérique que nous autres. Rappelez-vous, maintenant on n'en parle plus, mais il y a encore 2 ans, on se moquait volontiers des gens qui, quand ils avaient leur nouveau téléphone mobile, cherchaient le mode d'emploi, le petit livret du mode d'emploi. Aujourd'hui, plus personne ne se vanterait de chercher le petit livret de mode d'emploi. Il saurait qu'il va être ridicule. Mais l'idée a longtemps encore prévalu que c'était le langage parlé écrit qui pouvait nous permettre de comprendre le monde. Et quand on l'avait compris avec le langage parlé écrit, on pouvait l'aborder. Ce qu'on découvre aujourd'hui, c'est que on aborde les technologies numériques en tâtonnant, par essai-erreur. Et je dirais que ce qui manque à beaucoup d'adultes, et c'est là où les enfants peuvent nous apprendre beaucoup, ce qui manque à beaucoup d'adultes, c'est la curiosité décomplexée dont font preuve les enfants et les adolescents. Curiosité, oui, des adultes l'ont, mais décomplexée, malheureusement, par rapport au numérique, beaucoup d'adultes n'osent pas. Et prenons exemple sur les jeunes, bidouillons, tripatouillons, faisons tout ce que les machines peuvent faire, et nous nous surprendrons nous-mêmes de ce que nous arrivons à en obtenir. On retiendra ce terme de curiosité décomplexée. Voilà, ça m'échappait. Une question rapide dans le public et on va passer à la 3e thématique. Oui, bonsoir. Cette question s'adresse tout particulièrement à Serge Tisseron. Vous avez parlé tout à l'heure de l'apprentissage et des différentes façons dont elle pouvait, dont on pouvait solliciter le cerveau et l'apprentissage. Effectivement, on peut considérer que, d'une part, l'auto-apprentissage permet cette aisance décomplexée, qui est vraiment un apport. D'autre part, le fait d'avoir un support visuel par rapport à un discours d'un professeur attire et fixe l'attention, et donc forcément on apprend plus avec ces 2 supports, auditifs et visuels. Mais la question que je voulais vous poser concerne justement les jeux qui sont censés suivre un apprentissage, les jeux à réponse multiple, les questions à réponse multiple, qui développent effectivement une rapidité de la pensée pour répondre, mais qui développent surtout un système binaire. Et je me demandais si le fait que maintenant on fonctionne avec des réponses binaires, si ça ne pouvait pas atrophier une réflexion beaucoup plus approfondie, linéaire et imaginative. Merci. Donc c'est la question des serious games. Voilà. Alors aujourd'hui, les logiciels sont encore très loin de ce qu'ils vont être dans quelques années. Et aujourd'hui, on le voit bien dans tout le domaine de ce qu'on appelle les jeux sérieux, les logiciels soi-disant éducatifs. Très souvent, c'est de vrais jeux, mais c'est pas vraiment des espaces éducatifs. Alors pourquoi? Parce que on ne sait pas encore très bien comment utiliser l'intelligence spatialisée, l'intelligence visuelle pour les apprentissages. On est là au début d'un champ immense qui s'ouvre. L'intelligence spatialisée a toujours existé chez l'homme. Simplement, il n'y avait pas de support qui permette de la faire travailler. Alors qu'avec l'invention de l'imprimerie, nous avons eu un support pour faire travailler notre intelligence cristallisée, le langage parlé écrit. Et donc, du coup, beaucoup de travaux actuellement portent sur ce que ces logiciels d'apprentissage pourraient apporter, que les apprentissages livresques n'apportent pas, et notamment la compétence pour explorer des bases de données, la compétence pour comprendre
comprendre son propre cheminement à l'intérieur d'un problème à résoudre, le fait de pouvoir varier des stratégies pour obtenir le même résultat, ou encore le fait de pouvoir travailler avec d'autres pour obtenir des résultats plus rapides. Toutes choses que ne permet pas la traditionnelle culture du livre. Donc c'est vraiment autour de ce que la culture numérique apporte d'original qu'aujourd'hui portent les travaux principaux, mais il ne faut pas du tout penser le numérique comme une manière d'apprendre ce que nous apprennent les livres mieux ou plus vite. Non, le numérique y arrive moins bien. Ce que le livre nous apprend, le livre est le mieux placé pour nous l'apprendre, mais le numérique peut nous apprendre beaucoup d'autres choses.